Et salut à tous, comme tous les jours à 17 h, on se retrouve pour parler MMA. On est le jeudi 30 novembre 2023 et aujourd'hui au programme, l'interview de Javier Mendez, coach d'Islam Makhachev, mais aussi de Ken Velasquez, etc. On va parler de ça, ça va nous prendre un bon moment. On aura aussi un petit mot de l'UFC Austin, puisque les conférences de presse ont eu lieu, on en a appris un peu plus sur les combattants. On a aussi Dana White qui s'est exprimé sur un possible combat de Dylan Dennis à l'UFC. On aura un dossier spécial, j'ai envie de dire, sur notre français Kevin Jousset et plein d'autres informations. C'est parti. Et on commence avec Javier Mendez. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était le coach de Khabib Nurmagomedov, coach de pied-point, je le rappelle. C'est aussi le coach d'Islam Makhachev, il a coaché Ken Velasquez, Daniel Cormier, énormément de légendes. Alors il explique que si Khabib Nurmagomedov est arrivé dans sa salle, c'est parce que King Mo Lawal lui en a parlé. Il dit voilà, un jour King Mo m'a appelé, il m'a dit ouais j'ai un gars qui aimerait venir s'entraîner avec nous, etc. Donc j'ai dit oui. Et dit quand Khabib est arrivé, il parlait pas du tout anglais, c'était assez compliqué niveau communication. Par contre, il était impressionnant. Il dit debout, c'était pas terrible, mais au sol, personne ne lui résistait. Il a amené tout le monde au sol, c'était une démonstration. Personne n'arrivait à être à son niveau. Et il explique qu'il voilà, il avait même pas de casque. Il dit ouais, il s'entraînait sans casque. Du coup, je lui ai donné un casque. Il dit un jour, je me suis rendu compte qu'il s'entraînait sans protège-dents. Donc je lui dis hey, Khabib, viens me voir. Il me dit oui, coach, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis montre-moi ta bouche. Donc il ouvre la bouche et je vois qu'il a pas de protège-dents. Je lui dis pourquoi tu t'entraînes sans protège-dents? Il m'a dit qu'il s'était jamais entraîné avec un protège-dents avant. Du coup, je lui ai fourni un protège-dents. Il explique voilà que c'était vraiment un monstre à la salle, qu'il y avait seulement Islam Makhachev qui arrivait à rivaliser avec lui, sinon il dit tous les autres au sol, il n'y en a aucun qui était au niveau. Il explique que quand il est arrivé aux États-Unis, c'était très compliqué parce qu'il n'avait pas d'hébergement et que l'endroit où se trouve la salle, donc c'est en Californie, il dit nous on est très proche des grandes entreprises style Instagram, Facebook, etc. Donc le coût de la vie est extrêmement cher. Il dit du coup j'ai une amie qui avait proposé, elle avait un appartement, elle avait proposé d'héberger Khabib et puis quelques membres de son équipe. Il dit mais c'était trop compliqué le choc culturel. Il dit déjà Khabib il est arrivé dans l'appartement, il y avait un petit chien, il a mis le chien dehors. Donc la fille elle m'appelle, elle me dit oui il y a un problème, ils ont mis mon chien dehors. Et Khabib il m'a dit ah désolé je savais pas, nous au Daghestan il n'y a pas de chien dans les maisons, les chiens c'est dehors, j'ai cru que c'était une erreur. Puis elle lui dit ouais en plus ils mettent toute leur protection, leur protège tibia, leurs gants à étendre dans le jardin, sur les arbres, mais moi c'est un appartement, c'est un immeuble, les gens ils comprennent pas dans la résidence pourquoi il y a des gants et des protège tibia qui sont étendus sur les arbres. Il dit du coup j'ai trouvé un autre ami qui pouvait l'héberger, ça s'est mieux passé. C'est drôle hein, comme anecdote parce que forcément, Khabib il arrive du Daghestan, il se retrouve en Californie, le changement il a dû être terrible, il parlait pas anglais, les coutumes, tout ça, ça devait vraiment être quelque chose. Et voilà, il explique que Khabib, avant d'être entraîné par lui, il avait été entraîné que par son père et que du coup il avait une grosse base de lutte et assez peu de striking, alors que Islam Makhachev, lui quand il est arrivé, il a vu d'autres coachs, notamment des coachs de striking, c'était des gars qui venaient du sambo, et du coup c'est pour ça que Makhachev avait une base de striking un peu plus développée que celle de Khabib. On lui demande à la salle, on lui dit écoute, t'as toute la famille Nurmagomedov, hein, il a les Ousmane, les Oumar, etc. On lui dit t'as eu Ken Velasquez, puis t'as beaucoup de jeunes, ta salle elle est très réputée maintenant. Selon toi, c'est qui la prochaine superstar? Et lui il dit selon moi, la prochaine star c'est Oumar Nurmagomedov, bien sûr. Il dit il est impressionnant, je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour aller chercher une ceinture et pour régner. Donc écoutez, l'avenir nous le dira, mais j'ai envie de dire que la dynastie des Nurmagomedov n'est pas prête de s'arrêter. Donc lui, il est revenu sur son parcours personnel. Et il explique qu'à la base, lui, c'était un combattant de pied-point. Il a fait une carrière 23 victoires, 2 défaites. Donc c'est plutôt beau. Il explique que c'est Scott Coker, le premier à lui avoir donné sa chance. Il dit ouais, c'est le premier à m'avoir fait combattre. Et depuis, on est resté très proche. Il dit ouais, dans les années 80-90, à un moment, j'ai voulu arrêter ma salle parce que j'ai un combattant qui avait pris un gros KO à l'entraînement. Et j'ai eu super peur. Le mec, quand il s'est réveillé, ça a duré très longtemps. Et il dit, je crois que ça a duré plusieurs heures, mais je pourrais pas trop dire, où le gars était dans le gaz complet, il arrêtait pas de me demander qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'ai expliqué qu'il avait pris un KO, il me disait ok. Et 2 minutes après, il me disait, qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, du coup, je me suis dit, là, c'est trop compliqué. Un jour, il va y avoir un accident, je suis pas à la hauteur. Et il dit, c'est Scott Coker qui m'a dit, non, mais t'inquiète pas, continue, t'es un super bon coach, c'est juste un accident, ça va payer. Donc écoutez, Scott Coker a eu raison. Il explique aussi être très fier parce que sa salle, il l'a ouvert en 1987. À la base, il avait même pas de... C'était pas une vraie salle de sport, il donnait des cours dans un magasin. Il dit, ouais, j'ai un ami qui avait un magasin et quand il fermait le soir, on poussait tout et puis on s'entraînait ici. Il dit, voilà, depuis 1987 et je suis très content parce qu'on a toujours des champions à l'UFC aujourd'hui. Il dit, ouais, je veux pas critiquer les autres salles, mais tu vois, la Shoot Box, ils sont un peu sur le déclin. La Jackson Wink, bon, bah c'est pareil, ils ont eu une super période, mais ils sont plus là. Il dit, nous, on est toujours là et ça me rend extrêmement fier.
Alors il explique aussi il est le seul coach à avoir eu trois combattants qui étaient numéro 1 pound for pound. Il a eu Daniel Cormier, il a eu Khabib et maintenant il a Islam Makhachev. Donc c'est une grosse fierté pour lui. Donc lui il coache pas la lutte, il coache pas le grappling, il dit non je sais pas faire, donc je me suis entouré de gens qui sont experts là-dedans et c'est eux qui donnent ces cours-là. Il explique que quand Khabib Nurmagomedov l'a emmené en Russie, c'était une star là-bas. Il dit honnêtement tout le monde me connaissait, les gens me demandaient des photos, tout ça, j'étais impressionné, j'en suis très reconnaissant. Il est aussi revenu sur sa rencontre avec Ken Velasquez. Il dit ouais, quand un ami m'a dit qu'il avait un combattant mexicain et un poids lourd qui voulait venir s'entraîner dans ma salle, je me suis dit oh, ça y est, c'est encore un Mexicain obèse. Parce que lui c'est un Mexicain, Javier Mendes, hein. Il est arrivé aux États-Unis, il avait 6 ans. Il a dit j'insiste, je suis arrivé aux États-Unis de manière légale. Mais voilà. Et il explique que voilà, il pensait que Velasquez était un obèse. Il dit et quand je l'ai vu, je me suis dit ouais, déjà il est plutôt taillé. Et puis il dit surtout, il était impressionnant de par sa lutte. Il dit quand il arrive à la salle, il a fait un peu de sparring avec des kickboxers. Et il dit, je me souviens, il y a un kickboxer qui lui envoie un high kick en pleine tête. Tout de suite, Velasquez lui met un takedown, mais puissant. Les deux se relèvent. Le kickboxer, il recommence, il lui remet un high kick. Et là, Velasquez, il l'a slamé au sol. Il dit, ça a calmé tout le monde. Tout le monde a compris qu'avec Velasquez, faudrait pas le prendre à la légère. Il explique aussi qu'il y a souvent des sparring à la salle entre Islam Makhachev, champion de l'UFC poids léger, et Ousmane Nurmagomedov, champion du Bellator poids léger. Il dit ouais, c'est des super sparring, mais je vous le dis tout de suite, il n'y aura jamais de vrai combat entre les deux, c'est impossible, ils sont bien trop proches. Et enfin, pour Islam Makhachev, il explique que le combat de rêve, ce serait un combat contre Colby Covington. Il dit ouais, en plus ce serait la lutte russe contre la lutte américaine. Moi, j'ai beaucoup envie de voir ça. Donc écoutez, c'était l'interview de Javier Mendes, coach d'exception. Moi, j'aime beaucoup. Il avait été critiqué pendant un moment parce que ses sessions de sparring étaient beaucoup trop dures. J'en avais parlé. Depuis, il s'est relâché un peu. Ses combattants étaient trop souvent blessés. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne, j'ai envie de dire. Un petit mot d'Owen Roddy, le coach de striking, lui aussi, de Conor McGregor. On continue avec les coachs. Il a donné son avis sur le combat entre Covington et Edwards. Il a expliqué que la lutte de Covington allait être beaucoup plus difficile à manier pour Leon Edwards. Il dit, je pense que Covington peut vraiment gêner beaucoup plus Edwards que l'a fait Kamaru Usman. Il explique aussi que si Edwards veut remporter le combat, il faut rester debout, tout en n'enlevant rien au striking de Covington. Il a expliqué que c'était deux gros fight IQ, deux combattants très intelligents qui ont des bonnes stratégies, donc que ça allait être un combat très intéressant à suivre. Et concernant le combat de Ian Garry contre Vicente Luque, il dit moi je pense que Garry il est trop rapide, il est trop fort, il est trop précis, Luque va pas réussir à suivre. Bon écoutez, ça c'est son avis personnel. Il a aussi expliqué qu'il travaillait sur un projet avec les États-Unis pour faire une ligue de MMA, mais vous savez aux États-Unis tu peux faire au collège ou au lycée de la lutte, du basket, du football, tout ça, puis ça t'ouvre les portes du monde professionnel. Bah, il dit, nous, on fait pareil avec le MMA. On a déjà fait un premier événement en Floride juste avant le Covid. Malheureusement, avec le Covid, ça s'est arrêté. Mais voilà, on veut qu'il y ait des sections MMA dans les collèges aux États-Unis. Il dit, ça va être super, ça va faire des grosses expériences pour les combattants. Avec de la foule, ils vont pouvoir combattre très souvent en parallèle de leurs études. Et il explique aussi que ça va leur amener énormément de followers sur les réseaux sociaux. J'en parlais hier avec le combattant français, j'ai oublié son nom, excusez-moi, vous vous en rappellerez, Paul le youtubeur. Et il explique qu'en plus, après, on pourrait pourquoi pas avoir des partenariats avec les grosses ligues, style l'UFC ou le PFL, et peut-être que nos champions auraient des accès plus rapides dans ces ligues-là. Donc écoutez, pourquoi pas, hein, c'est une façon, encore une fois, de professionnaliser le sport encore plus qu'il ne l'est déjà. Et il prend l'exemple de Bo Nickal. Il dit, regarde, Bo Nickal, il était champion de lutte au collège, et puis forcément, ça a aidé son ascension à l'UFC. Donc écoutez, beau projet. Alors lui, il vit en Irlande, il coach Conor McGregor. C'est bizarre qu'il ait réussi à faire ça aux États-Unis, mais écoutez, il devait y avoir de la place et il a sauté dessus. Un petit mot maintenant de notre français Kevin Jousset qui a donné une interview à Fight Mind. Vous devez connaître hein, la chaîne YouTube, c'est une chaîne francophone, je crois que ce sont des Belges si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, il est revenu sur sa carrière de MMA, il explique que lui à la base il faisait du judo, depuis qu'il était tout gamin, depuis qu'il avait 4 ans, il est passé par le pôle espoir, le pôle France, l'INSEP, et puis il dit à 21 ans je me suis blessé, et je me suis rendu compte que j'aimais plus vraiment ça, le judo c'était plus vraiment ma passion, du coup je suis parti en Australie. Et puis là-bas, je me suis mis au MMA. J'ai vraiment découvert le MMA là-bas, j'y connaissais rien du tout. Il dit surtout que je venais du judo. Au judo, on n'était pas les plus fervents défenseurs du MMA, hein, je vous rappelle l'histoire. Il dit donc du coup, je me suis mis au MMA là-bas. J'ai adoré, j'ai rapidement fait de la compétition. Et puis à un moment, je me suis rendu compte qu'en pied-point, je stagnais un peu trop. Donc j'ai décidé de partir en Nouvelle-Zélande et de m'entraîner dans l'équipe de Israël Adesanya, Dan Hooker, etc. Il dit ça a été un très bon choix, je suis très content de là où j'en suis aujourd'hui. Il a été double champion dans la plus grosse ligue, donc ça s'appelle X. La plus grosse ligue australienne et néo-zélandaise hein, dans cette partie du monde. Il dit j'ai été champion poids welter et poids middle. J'ai déjà aussi combattu en moins de 93 kg, mais c'était un peu limite. Hein. Je crois qu'il explique qu'il est arrivé dans le combat à 87 kg, alors que son adversaire lui était à 93, puis s'il y a eu un cutting, peut-être qu'il était remonté encore. Il dit bon ça s'est bien passé, tant mieux.
Il dit moi là je suis sur 5 combats en un an et l'année prochaine je veux faire pareil. Il dit moi c'est ce que j'aime. J'aime combattre, j'aime m'entraîner mais j'aime beaucoup me tester en compétition. J'ai du mal à comprendre les mecs qui combattent une fois par an. Mais bon c'est leur choix. Et donc moi en 2024 tant que je suis pas blessé je veux combattre. C'est ma philosophie. Il dit voilà je pourrais pourquoi pas monter en poids moyen. Actuellement il est chez les poids welter. Mais il dit bon à l'UFC si tu veux grimper les échelons et te rapprocher de la ceinture parce que c'est forcément le but quand tu es combattant. Il faut que tu te mettes dans une catégorie de poids et puis que tu bosses là-dedans. Je suis entièrement d'accord avec lui. Alors on va me dire Khamzat Chimaev, lui il est monté en poids moyen, il a fait un combat, il va avoir la ceinture pour le combat pour le titre. Ok, mais Khamzat Chimaev, médiatiquement, c'est quand même autre chose que Kevin Jousset, sans rien lui enlever. Chimaev, il a tout de suite été marketé comme une superstar, donc forcément c'est différent. C'est sûr que pour Jousset, s'il veut un jour avoir sa chance à la ceinture, il faut s'installer dans une catégorie et prendre les combats les uns après les autres. Son prochain combat, c'est contre Song. Il faut savoir que Song a combattu Israel Adesanya et Brad Riddle, qui sont des partenaires d'entraînement de Kevin Jousset. Il dit mais c'était il y a 10 ans donc je peux pas vraiment me servir de ça pour me préparer. Et il dit que lui c'est vraiment le partenaire d'entraînement d'Israel Adesanya. Il dit ouais quasiment tous les jours on s'entraîne ensemble, c'est mon vrai partenaire d'entraînement, on fait quasiment le même poids. Donc Song il faut savoir qu'il a combattu Yan Gary. Donc moi maintenant ça me revient, quand j'ai vu l'affiche sa tête me disait rien. Mais maintenant c'est bon, je vois il a eu un combat contre Yan Gary, Song pour ceux à qui ça parle. Et il explique aussi qu'il aimerait beaucoup sa revanche contre Jack Maddalena, combattant australien. Ils se sont affrontés tous les deux, il dit ouais c'était un short notice. Le combat se passait plutôt bien, et j'avoue que j'ai pris un peu de coup, puis je me suis fait ouvrir à l'arcade, et comme la coupure était proche de l'œil, l'arbitre a décidé d'arrêter le combat entre le deuxième et le troisième round. Bon écoutez, c'est comme ça, il dit moi c'est ma philosophie, je prends des short notices, je prends des opportunités, parfois ça paye pas. Il dit ce jour-là ça n'a pas forcément payé. Et il explique que pour ses prochains combats, il aimerait beaucoup Yan Gary, sa revanche bien sûr contre Magdalena, mais aussi pourquoi pas Rakhmonov. Il dit mais bon pour ça faut que je continue à gagner, faut que je me fasse un nom et ça viendra. Donc écoutez, on en a appris un peu plus sur Kevin Jousset. Moi, je ne le connaissais pas plus que ça. Je savais qu'il s'entraînait en Nouvelle-Zélande avec Israel Adesanya. Mais j'ai hâte de voir la suite pour lui. Je rappelle qu'il combat la semaine prochaine. Un petit mot maintenant de l'UFC de ce week-end. Hein. Alors là, à l'heure où j'enregistre, les pesées n'ont pas encore eu lieu. J'espère que tout le monde va faire le poids, surtout Turner, parce que voilà, il avait dit qu'il était un peu lourd. Dans la conférence de presse, il a dit qu'il était là où il était habituellement, à 24 heures de se peser. Donc j'espère que c'est vrai. On va commencer avec Tsarukyan, qui est très content de recombattre devant du public. Ça fait 3 ans qu'il combattait à l'Apex avec 0 public, donc là ça lui fait plaisir. Il explique aussi qu'il aurait beaucoup aimé combattre à Las Vegas parce qu'il y a l'UFC Performance Institute et que pour la perte de poids c'est idéal, il y a beaucoup de choses qui les aident pour la récupération, etc. C'est une infrastructure de dingue. Et puis il dit j'ai mes marques là-bas donc c'est plus facile, mais bon c'est comme ça. Il explique que contre Gamrot, il a appris à gérer son cardio sur 5 rounds. Il dit voilà, je me suis peut-être un petit peu cramé. Maintenant ça va aller mieux. Donc là de Tsarukyan, ce que je vous parle de sa conférence de presse d'hier, mais il avait aussi donné une interview il y a 2 semaines, je suis retombé dessus hier, donc je l'ai réécouté. Donc voilà, il explique moi j'ai beaucoup appris à m'économiser sur 5 rounds. Il explique qu'il pense être meilleur que Benel Dariush partout. Il dit je pense que je suis meilleur que lui dans tous les domaines, mais j'ai énormément de respect pour lui. Je veux le mettre KO pour avoir une très grosse opportunité à la suite. Il pense qu'il pourrait avoir un combat pour le titre juste après, mais il dit voilà, si on me dit que j'ai encore un combat à faire, c'est normal. Et puis de toute façon, même s'il fallait que je fasse 3 combats pour arriver à la ceinture, je referai 3 combats pour arriver à la ceinture parce que c'est mon objectif. Il dit moi je vais pas appeler Conor McGregor ni Michael Chandler après ce combat-là. Moi je veux me rapprocher de la ceinture et c'est tout ce qui compte. Il a aussi dit que l'idéal c'était d'avoir un combat pour le titre en 2024. Et on lui dit ouais, est-ce que tu as eu des problèmes à trouver des adversaires parce qu'on a entendu dire qu'il y a beaucoup de mecs qui t'ont refusé. Il dit ouais, énormément de personnes m'ont refusé et maintenant que je vais rentrer dans le top 5, vous allez voir que tout le monde va m'appeler. Alors là, il a entièrement raison. Maintenant qu'il va être un des combattants qui peut donner une chance pour le titre, tout le monde va vouloir le combattre. Je rappelle quand même que Benoît Saint-Denis l'appelle depuis un moment. Alors Benoît Saint-Denis, il est trop loin dans les classements, mais voilà. Faut savoir qu'il faut mettre au crédit de Benoît Saint-Denis que lui, il n'aurait pas refusé le combat. On lui a aussi demandé comment faire pour battre Makhachev, parce que lui a combattu Makhachev, il a perdu à la décision, c'était un short notice, il était très jeune. Il dit voilà, moi je pense que pour battre Makhachev, il faut mettre la marche avant, il faut stopper ses takedowns, il faut rester au centre de la cage, parce que Makhachev il est pas si bon que ça pour t'amener au sol s'il a pas l'aide de la cage. Il dit si tu vas te mettre dos à la cage, là il va réussir à t'amener, mais si tu restes au milieu, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Écoutez, Israel Adesanya, on a réussi à le détrôner en lui amenant un magnifique striker en la personne d'Alex Pereira. Est-ce qu'on arrivera à détrôner Makhachev en lui amenant un magnifique lutteur en la personne de Tsarukyan? C'est toute la question. Un petit mot maintenant de Benel Dariush. On lui a demandé quand est-ce qu'il comptait prendre sa retraite. Alors il a dit moi, il y a 2 facteurs qui vont me faire prendre ma retraite. C'est si quand je m'entraîne à la salle, je vois des jeunes qui me détruisent, qui sont beaucoup plus forts que moi et que je peux rien y faire, ça voudra dire que mon temps est passé. Et il a aussi dit si un jour je vais à l'UFC, je vais combattre, et qu'il se passe rien, que j'ai pas ce petit stress, que j'ai pas cette petite appréhension, ça sera le moment de me retirer. Alors ça, moi, je l'ai toujours entendu dans les sports de combat. On m'a toujours dit, le jour où tu montes sur le ring, où tu rentres dans la cage, ou peu importe, et que t'as pas peur, c'est que c'est fini, c'est qu'il faut arrêter, ça devient dangereux. Je rappelle que
Jean-Charles Skarbowski a dit la même chose, donc écoutez, ça doit être vrai. Il a expliqué qu'il ne gagnait pas grand-chose à battre Tsarukyan, mais que c'était un des meilleurs et que lui voulait affronter les meilleurs. Alors il a raison, il gagne pas grand-chose, si ce n'est qu'il cimente sa place dans le top 5 de la catégorie. Parce que Tsarukyan est derrière lui, s'il le bat, on va dire bon bah ok, t'as battu Tsarukyan, ça te fait pas monter dans le classement, mais au moins ça montre que t'es là, que t'es installé et que t'es prêt à avoir une chance pour le titre. Un petit mot maintenant de Kevin Gastelum qui fera son retour en poids welter. Hein. J'étais passé complètement à côté de l'info, mais c'est vrai, Gastelum, ses pertes de poids, ça a toujours été une catastrophe. Écoutez, il a dit là, je suis en pleine forme. Mon camp a été différent parce qu'il a fallu gérer la perte de poids et le corps en même temps, ce qui était un peu moins un problème chez les poids moyens. Il a expliqué qu'il voulait rester chez les poids welter pour la suite. Il dit ouais, ça va m'aider à rester plus focus et plus faire attention à ma diète à l'année. Chez les poids moyens, je me relâche un petit peu. Là, chez les poids welter, va falloir que je sois beaucoup plus carré. Il a expliqué vouloir combattre 2 fois par an à partir de maintenant. Il a une carrière qui a été pourrie par les blessures, Kevin Gastelum, mais là ça fait 2-3 ans, c'est vraiment un cauchemar. Je dirais depuis son combat contre Adesanya, sa guerre où il a failli repartir avec la ceinture, depuis c'est très compliqué pour lui. Il y a eu une altercation en coulisses entre Bobby Green et Tsarukyan, en tout cas entre un membre de l'équipe de Tsarukyan et Bobby Green. Alors Bobby Green explique que c'est vraiment eux qui sont venus à lui, qui ont commencé à l'insulter. Même l'agent de Bobby Green, hein, la société qui gère la carrière de Bobby Green, a déclaré qu'il y était pour rien, qu'il s'est vraiment fait agresser et qu'à un moment il a dû frapper parce qu'il avait plus le choix. Donc il semblerait qu'il ait mis un coup de poing à un gars de l'équipe de Tsarukyan. Donc là, Bobby Green, il a fait une vidéo, il était super énervé. On voit la petite altercation dans le hall de l'hôtel, hein, je pense que c'est un hôtel. Il dit ouais, je sais pas ce qu'ils ont, ils sont venus sur moi, donc je lui ai mis un coup de poing. Il dit bizarrement, après ça les a tous calmés, puis quand la sécurité est arrivée, ils ont recommencé à faire un peu les mecs agressifs. Donc écoutez, Bobby Green, c'est un peu son personnage aussi. Maintenant, il semblerait vraiment qu'il ait rien à voir là-dedans, qu'il se soit fait tomber dessus. Donc qu'est-ce que ça va donner, je ne sais pas. Est-ce que ça donnera un combat de Tsarukyan-Bobby Green? J'en ai vraiment pas l'impression. Il faudrait que Tsarukyan perde, que Bobby Green gagne, et peut-être que l'UFC, en tirant bien sur la corde, pourrait faire un combat. Maintenant, je pense qu'un combat comme ça, Tsarukyan, il va amener Green au sol et ça va être terminé. Je peux me tromper, tout peut arriver, mais voilà. Écoutez, ce chapitre sur l'embrouille Bobby Green de Tsarukyan est terminé. On va passer à Bobby Green vraiment qui a expliqué lui vouloir revenir à l'UFC 300. Il dit ouais, ce serait un rêve pour moi d'être à l'UFC 300. On lui a dit ouais, t'as vu Paddy Pimblett, il dit qu'il veut te combattre à l'UFC 300. Et là Bobby Green il dit quelque chose de très gros. Il dit non mais t'es vraiment sûr que Paddy Pimblett il veut m'affronter? Moi je pense qu'il fait que parler parce qu'il veut vraiment pas ce combat, c'est trop dangereux pour lui. Il explique aussi que dans un combat entre Paddy Pimblett et Tony Ferguson, si Paddy Pimblett ne va pas au sol, Tony Ferguson va le finir debout. Alors écoutez, je rappelle qu'il a affronté Tony Ferguson, qu'il l'a battu. Ce combat va faire beaucoup parler entre Paddy Pimblett et Tony Ferguson, j'ai hâte de le voir. Jalin Turner, l'adversaire de Bobby Green, a expliqué que lui, il aimerait un rematch contre Dan Hooker à l'UFC 300. Il dit franchement, notre dernier combat, il m'a battu, c'était une split décision, mais il m'a battu, mais j'ai vraiment envie de refaire ce combat et pourquoi pas à l'UFC 300. Donc je sais plus, j'ai un auditeur, je vais en parler dans la minute auditeur, qui me disait ouais, c'est quoi ton avis sur l'UFC 300? Je disais bah c'est bizarre, on n'a aucune annonce officielle, mais là ça y est, tous les combattants veulent y être, donc je pense que ça va venir dans les prochaines semaines. Il a aussi expliqué qu'il avait été choisi par l'UFC parce qu'il était très proche de Bobby Green dans les classements. Il dit ah, moi c'est un combat que je voulais pas vraiment, mais l'UFC a vraiment insisté, donc j'ai fini par le prendre. Écoutez, c'est vrai que même quand il a fait son interview chez Rampage Jackson, hein, je vous l'avais dit, il était pas trop chaud pour le combat, il disait ouais je suis revenu parce qu'ils m'ont fait une contre-offre, etc. Puis là il dit à demi-mot que l'UFC l'a quasiment forcé à prendre le combat. Bah, le truc c'est que Bobby Green, excusez-moi, Jalin Turner, c'est pas un gros nom, c'est pas une superstar, donc à un moment l'UFC a vraiment moyen de lui mettre la pression, surtout que je pense qu'il a pas énormément d'argent de côté, donc bah voilà, quand on te tire un peu par l'argent, on peut te forcer à faire certaines choses. Mais en tout cas, si bat Bobby Green, c'est bon pour sa carrière, je pense. Un petit mot de Clay Guida. On lui a demandé, mais Clay, ça fait des années que t'es là. Il y a beaucoup de combattants qui parlent du burn-out. Est-ce que toi, t'en as fait un? Il dit non, moi, j'en ai jamais fait parce que déjà, je suis passionné par ce que je fais et parce que je pense à ma vie d'avant quand j'étais charpentier. C'était une super période de ma vie. J'ai gagné de l'argent quand j'étais dans ma début de vingtaine. Mais aujourd'hui, je me dis que je suis beaucoup mieux à m'entraîner, à vivre là où je vis plutôt qu'à retourner dans ma région de naissance et retourner charpentier. Donc, ça m'aide à tenir. Il a aussi expliqué que dans son combat, il va falloir qu'il soit très technique, qu'il aille au sol, qu'il aille coller son adversaire à la cage. Il dit voilà, il faut que je fasse parler ma lutte et que je sois technique, c'est comme ça que je vais m'imposer. Il explique aussi qu'à ce stade de sa carrière, ce qui compte, c'est la compétition. Continuer à être à l'UFC, continuer à affronter des nouveaux combattants et pas forcément à penser à ses victoires, défaites. Il dit ça, c'était quand j'étais plus jeune, maintenant ce que je veux, c'est la compétition. Et forcément, il a demandé à combattre à l'UFC 300. Il a dit qu'un combat qui le ferait rêver, c'est un combat contre Ned Diaz. Il dit ouais, on s'est déjà affronté, j'aimerais qu'on se raffronte. Donc il dit j'étais là à l'UFC 64, est-ce qu'on se réaffrontera à l'UFC 300? Je sais pas parce que je suis pas un très gros nom pour Ned Diaz, mais ça me ferait beaucoup plaisir. Écoutez, on souhaite le meilleur à Clay Guida. Un petit mot de Davison Figueiredo qui lui a expliqué vouloir combattre Sean O'Malley et Dominic Cruz. Il dit j'ai beaucoup de respect pour eux mais ça me ferait très plaisir.
Écoutez, est-ce que ce combat arrivera? Je ne sais pas. Bon, Dominique Cruz, ça pourrait être jouable, mais Sean O'Malley, va falloir aller chercher la ceinture. Donc je pense qu'avec le passé qu'il a, il a quand même au moins 3 combats devant lui, à mon avis. Un petit mot de Michael Venom Page, ça a fuité hier. Il semblerait qu'un combat contre Kevin Holland soit dans les tuyaux pour l'UFC Toronto du mois de janvier. Rien d'officiel, c'est une photo qui a été prise. Faut vraiment zoomer pour voir. Écoutez, en tout cas, Stephen Thompson, Josh Thompson et Big John McCarthy dans leur podcast ont expliqué que ce serait un combat très compliqué pour Kevin Holland contre Michael Venom Page parce qu'ils disaient, rappelez-vous, dans son combat contre Stephen Thompson, Kevin Holland, entre 2 rounds, il dit à son coin que la vitesse de Thompson est un vrai problème pour lui. Il disait alors, imagine si la vitesse de Thompson à 40 ans est un problème pour Holland. Michael Venom Page, tous ses adversaires disent qu'il est ultra rapide, qu'ils n'ont jamais vu ça, donc ça sera un très très gros problème pour lui. Ils expliquent que par contre ce sera un combat fun, ce sera un combat de striker, et puis que bon, avant le combat il y aurait forcément un peu de trash talk, un peu de show, donc ça fera un très beau combat pour l'UFC. Je suis assez d'accord, je vois pas vraiment Holland s'imposer, surtout qu'il pourrait pas trop faire parler sa lutte parce qu'elle est un peu limitée, et que Venom Page il s'est entraîné toute sa vie à défendre les takedowns, donc ça sera un combat compliqué pour Holland, mais ça pourrait être un combat très très fun. Un petit mot de Gilbert Burns, il explique que s'il était à 100%, il aurait pu battre Bilal Mohamed lors de leur combat. Je rappelle que c'était un combat dans lequel il est arrivé apparemment blessé à l'épaule, hein, si je dis pas de bêtises, il n'avait pas trop existé. Il dit maintenant j'aimerais beaucoup avoir ce rematch. Écoutez, j'ai envie de vous dire, si la chance au titre de Bilal Mohamed traîne, il va falloir un moment qu'il combattre. Donc pourquoi pas faire un rematch contre Gilbert Burns? C'est pas forcément dans les plans de Bilal Mohamed, mais il y a peut-être un moment où il n'aura pas le choix. Un petit mot maintenant de Dana White. On lui a parlé de Dylan Dennis. Je vous disais il y a 15 jours que Dylan Dennis voulait vraiment combattre à l'UFC, qu'il était à un moment de sa carrière où il avait gagné assez d'argent et maintenant il voulait se tester contre les meilleurs. Bon bah Dana White n'est pas trop chaud, mais bon Dana White quand il dit non, des fois ça veut dire oui, alors on verra. Mais il dit voilà, non, le problème avec ce gars-là, c'est que quand il vient, il y a trop de problèmes autour, il est capable de faire n'importe quoi, de déclencher une bagarre ou je ne sais quoi. On va me dire que l'UFC sera content, que ça nous fera de la pub, mais non, on n'est pas content, nous on est une ligue professionnelle. La commission, elle déteste quand il y a du grabuge autour de l'événement. Donc pour l'instant, faire combattre Dylan Dennis, ce serait un peu fou. Écoutez, est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas, je n'en sais rien. Maintenant, Dylan Dennis, c'est quand même un gros nom, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Je suis sûr que l'UFC, s'il y avait besoin de vendre un peu une carte, je sais pas, ils n'ont pas besoin de Dylan Dennis pour exister, c'est clair. Mais je serais pas étonné qu'ils le signent à un moment ou à un autre. Ensuite, le retour de Ramzan Jambiev, ça va avoir lieu au mois de janvier contre un Polonais, toujours au KSW. Alors son adversaire, c'est Smielowski. Je vais être très honnête, je ne le connais pas. Voilà, Ramzan Jambiev, il avait loupé sa pesée la dernière fois, hein, c'était il y a 3 semaines si je dis pas de bêtises. Écoutez, espérons que ça se passe mieux pour lui cette fois-là, il avait quand même gagné son combat. Apparemment, il avait été très 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 malade en coulisses, hein. Vraiment, ça s'était très mal passé pour lui. J'espère que ça ira mieux. Le retour de Sage Northcutt, excusez-moi, contre Aoki. Donc lui, c'est au One, combat en MMA forcément, le 28 janvier. Hâte de voir ce que ça va donner, ça se passera à Tokyo. Et puis Ibra TV, vous savez, le youtubeur, je vous en ai déjà parlé, hein, j'avais dit qu'il était parti se préparer aux États-Unis dans la salle d'Henry Hooft, qu'il faisait vraiment les choses très très sérieusement pour ses débuts pro MMA. Et bien écoutez, la date est tombée, il combattra au mois de juin en France, donc pour l'Hexagone MMA au Zénith de Paris. Donc voilà, c'est quelqu'un de sérieux dans l'entraînement, on sait qu'il fait partie de la team de Benoît Saint-Denis, donc encore une fois, je suis pas en train de vous dire que c'est le sparring partner favori de Benoît Saint-Denis, mais quand même, il baigne dans un environnement professionnel, et puis il a investi sur sa carrière à partir aux États-Unis, s'entraîner avec l'élite. Donc écoutez, on ne peut que saluer ça. Je vous propose maintenant qu'on a fait le tour de l'actualité de passer à la Minute Auditeur. Minute Auditeur qu'on commence avec Christian Bouchard qui me dit que lui il pense que Tsarukyan est trop favori dans son combat. Il dit moi je vois plutôt Dariush. Il faut se rappeler que Dariush il a une très bonne takedown defense. Et donc je pense que ce sera Dariush par KO mais que Tsarukyan peut aller voler une décision parce qu'on n'a jamais vu Dariush sur 5 rounds. Écoute, combat ultra serré comme je te le disais à l'écrit. Moi, je vois plus ce Tsarukyan, mais honnêtement, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Maintenant, combat très serré, j'ai vraiment hâte de voir ça. Un petit mot de Vincente Mata qui me dit ouais, tu sais, tu nous as dit que Derrick Lewis contre Almeida, c'était un combat super chiant. Je te rappelle que le combat Ngannou contre Lewis était aussi très très chiant sans rien enlever à Francis. Là, je suis d'accord, je crois que c'était encore pire. C'était encore pire le combat Lewis-Ngannou, j'avais un peu oublié ça. Comme quoi tu peux faire un combat chiant et puis devenir une légende par la suite, hein. Francis Ngannou, ce combat, ça a été une épine dans son pied, j'ai envie de dire, mais depuis, il a fait un sans faute, donc respect à lui. Ensuite, un petit mot de Lixicode qui me demande ce que je pense de l'UFC 300. Du coup, tu vois, comme je te disais, rien d'officiel, ça me semble bizarre, on arrive au mois de décembre. Après, c'est peut-être un peu tôt pour commencer à vendre le produit. On sait que Conor McGregor n'en sera pas, apparemment. Dana White dit que l'événement est déjà assez gros, pas besoin de rajouter Conor McGregor, c'est pas bête. Maintenant, j'espère qu'on va avoir un événement de feu. Franchement, j'aimerais un événement avec plusieurs ceintures en jeu, avec des gros combats. J'espère vraiment.
Ensuite, on a David Rousseau qui me dit ouais, Paddy Pimblett, il a eu un chemin facile jusqu'à présent et déjà une victoire controversée. Il en faut plus s'il veut du crédit sportivement parlant. Je suis d'accord avec toi, je pense que Paddy Pimblett, s'il doit un jour devenir aller dans le haut du panier dans la catégorie, il va falloir qu'il passe un gros test. Tu vois, un peu comme Sean O'Malley quand il a battu Petroyan, ok, c'était une victoire à l'arraché, ok ceci, ok cela, mais les gens ont quand même dit bon, il a fait 3 rounds avec Petroyan, il l'a touché, il a résisté, ok, respect. Je pense que Paddy Pimblett, ce sera pareil le jour où il aura un vrai test en face de lui. Maintenant, on a Michael Bat qui me dit ouais, Dariush il est pété de partout, faut voir la version qu'on va avoir. Alors moi je savais pas que Dariush était particulièrement blessé. C'est vrai que c'est un vétéran, donc forcément tous les combats ont dû laisser des traces. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il veut aller au bout de ce combat, s'il veut gagner, il a intérêt d'arriver dans la meilleure version de lui-même possible. David Rousseau qui me dit ouais, je suis d'accord que Colby Covington est sous-estimé, il peut coller Edwards pendant 3 ou 4 rounds et prendre la décision. Ouais, j'espère pas que ça va arriver, mais c'est vrai que Covington, une façon de se rendre le combat facile, entre guillemets, ce serait de faire un combat chiant. Coller Edwards à la cage, le coller au sol, le coller à la cage, le coller au sol, ça serait pas du très beau spectacle, mais il pourrait faire ça en effet. Ensuite, on a Andy qui me dit qu'il aimerait bien voir Makhachev défendre sa ceinture 3 ou 4 fois, et puis ensuite prendre Benoît Saint-Denis. Bon, il me dit non, je rigole, c'est une blague. Mais pourquoi pas, moi je serais très content de ça, mais maintenant c'est vrai qu'il faut encore un peu de route pour Benoît Saint-Denis. Il dit, mais je pense que Islam Makhachev actuellement c'est le champion le moins prenable. Et ça, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est le mec qui présente le plus de danger. Pour aller lui chercher la ceinture, ça va prendre vraiment un gars très très fort. Honnêtement, de tous les champions à l'UFC actuellement, Thomas Pinal aussi est pas mal, mais Thomas Pinal dans sa catégorie, ça va tellement vite que sur un coup, tu peux perdre ta ceinture, pardon. Mais je suis d'accord, pour moi, Islam Makhachev est très bien installé tout là-haut. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. C'était plutôt un bel épisode. J'ai pas le temps sous les yeux, mais je pense qu'on a fait un bon score. Écoutez, je vous propose de nous retrouver demain à 17h. N'hésitez pas à commenter. Merci à tous, on a passé les 900 abonnés. La route pour les 1000 abonnés. 1000 abonnés, vous le savez, c'est un stade. Ça me permettrait de pouvoir mettre plus de moyens dans la chaîne avec la monétisation. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte à ça. J'espère qu'on va y arriver. Merci à tous. Parlez-en autour de vous, commentez. Et écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. À demain 17h. Salut!